Europe 1, 7h46, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, enseignante à Sciences Po et à l'ENA. Une conférence sur la Syrie s'ouvre à Astana, au Kazakhstan. Si on veut être optimiste, on retiendra que c'est la première fois qu'il y a des négociations directes entre le gouvernement et les rebelles. Reste à savoir si ça débouchera sur quelque chose de concret. Bonjour Agnès Levallois. Bonjour. Qui est derrière cette conférence d'Astana? D'où ça sort? D'habitude, c'est l'ONU qui organise des conférences de paix. Écoutez, cette conférence est organisée par les Russes et donc est révélateur du changement du rapport de force sur le terrain, puisque l'on sait que depuis l'investissement massif des Russes dans le conflit syrien à partir de septembre 2015, il y a eu un changement du rapport de force. L'intervention russe a permis à Bachar el-Assad de se remettre en selle et cette conférence intervient évidemment après la bataille d'Alep, qui était cette bataille absolument très dure, mais qui a permis au gouvernement de Bachar el-Assad, grâce à l'aide des Iraniens, des Russes et des milices chiites et irakienne, iranienne et du Hezbollah libanais, de reprendre la ville. Et donc c'est ce rapport de force qui permet aujourd'hui aux Russes, avec les Iraniens et les Turcs, parce qu'il y a eu aussi une nouvelle donne, c'est le comportement turc qui a changé, qui permet aujourd'hui cette conférence. Et donc à Astana, dans une ex-république soviétique, donc qui montre bien qu'on est dans la sphère russe et non plus dans la sphère de l'ONU, qui n'est pas l'organisatrice. Mais c'est une conférence de paix ou c'est une conférence pour la communication de Vladimir Poutine qui va se jouer là? Alors, c'est une conférence qui doit permettre quand même de mettre face au gouvernement de Bachar el-Assad les chefs de rebelles et les chefs militaires. Ça, c'est une première. Oui, donc ça, c'est bien quand même. Oui, ce qui est nouveau dans cette conférence, c'est que tous les rebelles qui étaient considérés comme des terroristes par les Russes jusque-là, aujourd'hui sont reconnus comme étant des acteurs sur le terrain avec lesquels il faut négocier. Donc, cette conférence met autour de la table, en face à face, et non pas dans des pièces séparées, comme c'était le cas auparavant, mais tout le monde face à face, dans une même salle, pour essayer tout d'abord de consolider le cessez-le-feu et de permettre à l'aide humanitaire de rentrer dans le pays, dans les zones qui étaient en guerre. Et donc ça, quoi qu'il arrive, c'est un pas important si l'aide humanitaire peut rentrer. N'oublions pas, il y a quand même une société syrienne qui vit un drame depuis de plus de 5 ans, pratiquement 6 ans. Et si là, il y a un allègement des blocus et une aide humanitaire, c'est déjà un point positif. Vous ne nous parlez pas de nous, les Français, des Européens, des Américains, ils y seront à Astana ou pas? Non, alors il y a les ambassadeurs accrédités au Kazakhstan seront présents à la conférence, donc le français, l'américain, mais ça n'est pas l'ONU qui organise, même si l'envoyé spécial de l'ONU sera présent, Stéphane de Mistura va être là, puisque la deuxième étape de cette conférence, normalement, ce sont des négociations politiques à Genève en février. Donc c'est pour la raison pour laquelle le représentant de l'ONU est quand même présent. Mais ce n'est plus les Américains, ce ne sont plus les Américains et les Européens qui organisent, qui ont leur mot à dire et qui ont pris ce dossier en main. Aujourd'hui, ce sont les Russes, les Iraniens et les Turcs. C'est un changement majeur de portage. D'un mot, vous parliez de la Turquie, et vous disiez changement de pied pour les Turcs. Ils roulent pour qui maintenant, les Turcs? Parce que c'était très tendu avec la Russie à un moment. Alors c'était tendu entre les deux. Pendant très longtemps, les Turcs ont dit qu'il n'y aurait aucune négociation tant que Bachar el-Assad ne serait pas parti, n'aurait pas quitté le pouvoir. Donc aujourd'hui, les Turcs demandent aux groupes armés qu'ils soutiennent depuis le début de cette révolution de venir à la table de négociation et ne mettre plus comme préalable le fait que Bachar el-Assad doit partir. Donc c'est ça qui a changé dans le comportement des Turcs, parce que les Turcs sont traumatisés ou ont été traumatisés pendant ces derniers mois par le fait que les Kurdes étaient en train de gagner du terrain à leurs frontières et que pour lutter contre l'influence des Kurdes, ils sont prêts à changer et à soutenir un règlement qui permettrait de mettre à l'écart les Kurdes. D'ailleurs, les Kurdes syriens ne sont pas invités à la table de négociation à Astana parce que les Turcs n'en veulent pas. Est-ce que Bachar el-Assad, dont les Turcs, vous nous le disiez, ne réclament plus le départ, est finalement plus accroché, plus solidement accroché que jamais au pouvoir en Syrie? Est-ce que finalement il sort renforcé de tout ça, malgré les 310 000 morts, malgré la moitié de la population qui a été déplacée, etc. Alors moi, je ne crois pas qu'il sorte renforcé pour une raison très simple, c'est que la reprise d'Alep n'aurait jamais pu se faire sans l'aide des Iraniens, des Turcs et des Russes surtout, et que pour moi, aujourd'hui, Bachar el-Assad est une marionnette entre les mains essentiellement des Russes et des Iraniens. Il ne décide de rien, ou de pratiquement rien, et qui décide, ce sont les Russes, et la conférence d'Astana le démontre remarquablement bien. Donc le jour où Poutine lâchera Bachar, ça sera terminé. Et le jour où les Iraniens lâcheront Bachar, parce que alors, des deux, si vous voulez, parrains de Bachar el-Assad aujourd'hui, les Iraniens sont encore plus accrochés au fait de laisser Bachar el-Assad, alors que pour les Russes, l'important c'est d'avoir cette influence en Syrie, mais eux pourront lâcher
lâcher Bachar el-Assad le jour où celui-ci ne correspondra plus ou n'acceptera plus les pressions qui s'exercent sur lui. Alors il y a donc cette conférence à Astana qui s'ouvre aujourd'hui entre le gouvernement syrien, les rebelles et les partenaires dont vous nous parliez. Mais pendant ce temps-là, Daesh en est où, l'État islamique ? Parce que finalement, eux ne sont évidemment pas à la table des discussions. Non, bien sûr, eux ne font pas partie de la négociation, bien évidemment. Écoutez, la prise de Mossoul se poursuit et pour l'instant, Daesh est quand même mise en sérieuse difficulté en Irak. Ça se confirme en Irak. Ça se confirme, avec du coup une tentation de la part des combattants de Daesh, c'est de se replier sur la Syrie, puisqu'ils sont en difficulté en Irak, ils se replient sur la Syrie. Et ils ont repris Palmyre, que les Russes leur avaient repris. Là, c'est Daesh qui a repris, et y compris les destructions à Palmyre. On n'en parle pas beaucoup, mais ça, c'est la réalité. Beaucoup. Et justement, c'est bien la preuve que Bachar el-Assad n'est pas si vainqueur que ça, puisqu'il a pu reprendre Alep accompagné de ses aides, parce qu'il avait lâché Palmyre et qu'il a fait partir les combattants qu'il avait laissés ou l'armée qu'il avait laissée à Palmyre. Il n'a pas pu la laisser. Il n'a pas la capacité aujourd'hui de maintenir son contrôle sur l'ensemble du territoire. Et donc quand il prend Alep, c'est Daesh, les combattants de Daesh qui reprennent Palmyre. Donc tout ça est bien la démonstration de la fragilité de Bachar el-Assad et du fait qu'il serait peut-être temps qu'il mette vraiment ses forces pour lutter contre les combattants de Daesh et non pas simplement de lutter contre ses opposants qui veulent la fin de son régime. Et donc on voit bien là la duplicité de Bachar el-Assad vis-à-vis des combattants de Daesh. Voilà les clés qu'il nous fallait ce matin pour comprendre ce qui se joue à Astana au Kazakhstan à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Agnès Levallois d'être venue ce matin en direct sur Europe 1. Merci.